Bonjour. Alors, je représente donc 3D Prod. Nous sommes une société d'impression 3D, de fabrication additive. Donc, nous existons depuis 2003 et non 2005, comme c'est noté dans le petit prospectus. Donc, vous nous voyez, voici notre base dans les Vosges, donc plein Est. On est sous le même toit que Platex, une société d'injection, donc qui existe depuis beaucoup plus longtemps, depuis les années 60. On travaille donc le plastique depuis tout ce temps. Et donc est venu se greffer à cela 3D Prod au début des années 2000, donc en 2003 comme je vous disais. On travaille principalement la fabrication additive et donc le polyuréthane, on le retravaille depuis 6 ans sous forme de moulage silicone comme j'ai ici. Je vous représenterai ça plus tard. C'est de la coulée sous vide qui nous permet d'utiliser le polyuréthane qui nous intéresse aujourd'hui. Mais avant cela, on doit pouvoir préparer un moule. Et donc, pour préparer un moule, on a besoin donc de nos autres technologies. Je vais faire le pas rapidement sur toutes celles qu'on travaille. Tout ce qui est impression 3D plastique est travaillé chez 3D Prod. Mais celle qui va surtout nous intéresser, nous, c'est la stéréolithographie. Donc la stéréolithographie, c'est une technologie dont la matière première est une résine photosensible, durcissante. C'est-à-dire que grâce à un laser UV, on va pouvoir imprimer strate par strate une pièce, un fichier 3D que vous auriez pu nous fournir. C'est un point important parce que malheureusement, la plupart du temps, quand on vient nous voir, nous industriels, et qu'on n'est pas forcément dans un domaine industriel lui aussi, plutôt artistique comme on vous nomme chez nous, la difficulté c'est d'avoir un fichier 3D. La plupart du temps, vous allez pouvoir nous le fournir grâce à un scan ou vraiment, si vous avez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même, vous êtes capable de nous fournir un fichier dans un format en plus assez spécial, un format STL ou un format STEP, idéalement. Ce format, en fait, c'est le volume, c'est la matière, c'est tout ce que l'on va avoir à transformer. On le fournit, on le transfère donc à notre machine de stéréolithographie pour pouvoir imprimer ce que l'on va appeler, nous, donc un master, un maître modèle qui va nous permettre de reproduire donc votre pièce. On pourrait utiliser la stéréolithographie directement, on pourrait se dire cela. Seulement, la stéréo n'a pas des capacités mécaniques, n'a pas des capacités de résistance dans le temps, que ce soit à des UV ou à le moindre choc ou la moindre manipulation un peu trop forcée, ça ne pourrait pas correspondre à vos attentes. Donc on utilise cela pour faire un moulage. Donc c'est assez simple, j'essaie de vous l'expliquer sans image. Il s'agit en fait d'utiliser votre master, votre pièce donc, que l'on a dupliquée. On va la suspendre dans un coffrage, vraiment très simple, hein, c'est quelque chose de très artisanal. Dans un coffrage, comme pour faire un béton à la maison. On suspend votre pièce à l'intérieur. Nous aurons anticipé aussi tout ce qui pourrait être la carotte de coulée ensuite de la matière. On va immerger votre pièce dans du silicone, comme ceci. On aura anticipé ce qui seront des joints de découpage, des évents pour évacuer l'air ensuite. Une fois que votre pièce aura été emprisonnée dans ce coffrage, une fois que le silicone sera complètement pris, on va pouvoir découper ce silicone et donc retirer le maître modèle à l'intérieur, que l'on aura donc imprimé en impression 3D, pour créer une empreinte à l'intérieur de ce moule silicone qui va ensuite être placé dans des machines spécifiques qu'on va rapidement voir ici sur le côté. Vous voyez mon collègue, voilà, juste derrière moi, qui est en train de manipuler une de ces machines de coulée sous vide. On voit au-dessus, c'est pas très, j'espère que tout le monde voit, c'est pas très voyant, on a au-dessus un vase dans lequel on a notre résine polyuréthane justement. Donc cette résine polyuréthane, elle aura été composée avant par cette même personne. C'est un mélange de PU et d'autres composés chimiques qui vont nous permettre, nous industriellement, d'approcher un certain plastique. Souvent, on vient nous voir en nous demandant quelque chose qui va approcher l'ABS, qui va approcher le polycarbonate ou qui va approcher le pic, le pomme, pour des matières très résistantes, ou des matières transparentes, translucides, assez belles visuellement. Une fois ce mélange fait, donc on place tout cela dans ces machines, et l'ensemble va être mis sous vide et donc coulé. La résine polyuréthane va être coulée sous vide dans le moule silicone et parfaitement épouser l'empreinte à l'intérieur de ce moule en silicone. Nous passerons ensuite ce moule dans différentes
il y a différents post-traitements, que ce soit en four, en étuve ou autre, pour obtenir derrière donc une pièce qui aura parfaitement épousé donc l'empreinte et qui représentera parfaitement les formes que nous aurons définies ensemble au départ. L'avantage du silicone, c'est qu'il épouse vraiment très bien tout ce avec quoi il va être mis en contact. Donc on peut imaginer tout type de pièces réalisées. Le silicone doit donc permettre, excusez-moi, donc de parfaitement représenter l'empreinte de votre pièce. Et une fois coulée sous vide, nous pourrons dupliquer dans ces moules en fonction des résines et en fonction de vos attentes aussi esthétiques ou en termes de dimensions, reproduire entre 15 et 25 pièces. Ce qui nous permet donc de vous répondre sur des besoins en polyuréthane. Le gros du travail qui est à faire pour vraiment obtenir quelque chose de parfait, c'est à faire donc sur le master, sur le maître modèle. Toute la finition est à faire là-dessus. C'est un travail de ponçage, vraiment c'est minutieux. Monsieur Leblanc peut en témoigner, je pense. Hein, c'est lui qui a effectué le travail de ponçage sur la bague qu'on a effectué pour le C2RMF, parce que nous, justement, industriellement, on n'a pas que ce soit le temps, ou en tout cas la minutie, et votre point de vue sur l'attente que vous avez sur l'état de surface précis d'une zone par rapport à une autre. Là, on parlait d'une bague, d'une bague pour le pied d'un meuble, qui a donc dû être dupliquée une dizaine de fois pour pouvoir faire des tests, j'imagine. Hein. J'ai pas eu le fin mot. Souvent, on n'a pas le fin mot de l'histoire dans notre métier. On travaille beaucoup dans la confidentialité, que ce soit industriellement ou là, pour le coup, artistiquement. Donc, les résultats des tests de vieillissement, je les connaîtrai en même temps que vous cet après-midi, en gros. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce travail est assez rapide du moment qu'on a ce fichier 3D au départ. Donc c'est là qu'on peut vous aider, soit par du dessin, soit par un scanning. C'est souvent le scanning qui est le plus simple, mais qui engendre également un travail de retouche sur le dessin. Une fois qu'on aura, plus on aura un beau fichier, plus on pourra vraiment imprimer une belle pièce. Nos technologies de stéréolithographie, elles permettent d'imprimer des strates de 0,1 mm. Donc 0,1 mm par 0,1 mm, on va reproduire votre pièce. 0,1 mm, c'est sur la hauteur. Et après, autrement, notre faisceau laser, lui, mesure 0,030 mm, on va dire. Donc on arrive à être quand même assez précis. L'inconvénient, c'est qu'on a cette stratification qui est vraiment visible. Et si on la duplique dans du silicone, elle sautera aux yeux directement, surtout quand on rajoute de l'or dessus derrière, ou d'autres revêtements, hein, tout ce qui est brillant et tout ce qui sera peinture fait largement ressortir la moindre malfaçon sur une surface. Et donc c'est tout ce travail de ponçage, donc avec des outils spéciaux ou carrément vraiment au scalpel, hein, que l'on va effectuer pour gommer ces strates, ou peut-être même corriger une tolérance dimensionnelle, parce que ça peut être un souci aussi pour nous, c'est la reproductivité. Dupliquer plusieurs fois précisément la même pièce, c'est plus facile grâce au moule silicone, mais il faut se dire que ce moule silicone, il va quand même, au moment de toutes ces manipulations, gonfler et se rétracter à plusieurs reprises dès qu'il va passer dans un four ou dès qu'il va passer dans... même manipuler trop longtemps par la main humaine. Voilà pour le process. Comme je vous dis, donc, un bon fichier 3D, on regarde ensemble ce qui est réalisable ou non sur celui-ci, ou je suis là où, on est là justement pour vous conseiller sur comment peut-être le retoucher au départ. On le duplique en impression 3D et ensuite on arrivera à vous faire un moule, on va dire en 3 semaines, la plupart du temps. Le process nous permet de réaliser une pièce par jour en moyenne. Voilà. Donc, ah oui, autre inconvénient, excusez-moi, j'ai pas trop de tracklist. Les pièces qui sortent de ce moule, la plupart du temps, vu qu'on a été en contact avec du silicone, ça reste assez gras en surface. Donc il y a quand même aussi des choses à revoir. Faut vraiment préciser tout ce qui serait revêtement apporté à la pièce derrière, ce qui va être très important pour optimiser ses chances de bien vieillir, justement. Les premiers retours que l'on peut avoir de nos clients sur ces technologies,
à part thermique, hein, je veux dire. Sur le thermique, c'est clair qu'on sait que la matière va jaunir. Mais sur de la prise aux UV, hein, sur vraiment une trop grosse exposition aux UV ou à l'humidité, il peut y avoir des déformations dans le temps. Malheureusement, là, on n'a pas assez de recul pour vous dire quand, où, quoi et comment. Autrement, donc ces revêtements peuvent permettre de mieux faire vieillir nos matériaux. Donc on a une multitude de résines, hein. Là, je ne peux pas vous parler de toutes les résines que l'on a en coulée sous vide. C'est une bonne dizaine de résines, chacune ayant ses propriétés. Donc ça, c'est pareil, c'est à l'étude en fonction vraiment du besoin que vous allez avoir derrière de la pièce, l'environnement dans lequel elle va vivre, son exposition, qu'on va pouvoir définir ensemble d'une résine. Ou alors, là, dans le cas dans lequel on était avec le C2RMF il y a 2-3 ans, c'était le fait de revêtir donc, cette pièce d'or. On l'a anticipé en teintant un peu ces résines, parce qu'on a cette liberté quand même, c'est que la plupart des résines sont blanches ou translucides, et on peut donc rajouter des pigments de couleur dessus pour anticiper ce qui serait le travail vraiment de finition à faire pour terminer tout cela. Voilà. Peut-être n'hésitez pas d'animer un petit peu l'échange. Donc effectivement, nous, nos problématiques, c'est surtout le vieillissement à long terme et l'usage que l'on peut faire de ces pièces. Est-ce qu'éventuellement, on peut vous soumettre une sorte de cahier des charges où on va vous dire cette pièce va être plutôt dans une atmosphère sèche ou à l'inverse très humide? Est-ce que vous, derrière, vous avez la possibilité, avec vos fournisseurs de matières premières, de nous orienter vers l'un ou l'autre de ces matériaux? Oui, tout à fait. C'est vraiment en échangeant comme cela au départ qu'on arrivera à trouver le matériau adéquat. Après, au niveau des matériaux qui sont disponibles, on est un peu pris par le panel de matières que peut nous fournir notre fournisseur, donc à savoir Axon ou Rénichaud. Donc c'est des personnes qui sont vraiment assez connues dans la plasturgie, peut-être plutôt côté industriel. Mais oui, ils ont déjà un beau panel de matières et chacune a son utilité. Et justement, quelle est votre relation avec les fournisseurs de matières premières? Est-ce qu'ils vous informent éventuellement sur l'évolution d'une formulation d'un produit qui pourrait, par exemple, avoir le même nom sur 10 ans? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'ils font beaucoup évoluer leurs matières eux-mêmes au départ. Ils prennent beaucoup de retours de leurs clients. Après, de là à nous dire que précisément cette matière va répondre à tout le cahier des charges que vous allez fournir, c'est souvent compliqué. On va essayer de les interroger justement là-dessus, mais la plupart du temps, on ne répondra pas à toutes les attentes. Ou en tout cas, on n'aura pas le fin mot sur toutes vos interrogations. Le vieillissement, en grande partie. Donc, effectivement, ce n'est pas votre finalité plutôt de savoir comment les pièces vont vieillir, mais est-ce que, par exemple, vous pouvez questionner votre fournisseur de matières premières sur cet aspect du vieillissement? Est-ce que vous savez s'il fait du vieillissement? Ah oui, bah alors, eux, ils font des tests en études de vieillissement. Après, est-ce que c'est vraiment représentatif de ce qui va se passer dans telle ou telle pièce, dans tel ou tel atelier? C'est là-dessus qu'on a quand même une inconnue. Ils ont le petit confort, entre guillemets, d'avoir parfaitement travaillé la matière dans un atelier où tout s'est parfaitement bien passé et où on va faire vieillir donc, cette pièce dans une étuve. Quand on est vraiment au contact d'un autre produit, là en l'occurrence le bois, je pense que c'est compliqué pour eux de donner vraiment des directives, une date de péremption juste sur un produit. Beaucoup de choses peuvent varier, surtout avec le plastique, en fonction d'une simple épaisseur ou vraiment d'une géométrie spéciale. Le comportement peut être différent dans le temps. Et en ce qui concerne donc, le moule en silicone, on comprend bien qu'au fur et à mesure des coulées, il va vieillir. Oui. Vous faites à peu près combien de pièces? 25, excusez-moi si je n'ai pas été très clair. 25, oui, environ 25 pièces, au maximum 25 pièces, on va dire. Pour vraiment rester dans les tolérances dimensionnelles et dans un bel aspect de surface, qui va la plupart du temps être le plus important. Quelqu'un a peut-être d'autres questions? Là-bas. Bonjour à tous. Nous, on travaille toutes les trois au Fonds d'art contemporain Paris Collection et en 2016, on a acquis 2 pièces de Berdaguet et Péju dont la technique qui est indiquée est fritage de poudre. Et je dois dire que ça nous a laissé un peu perplexes. J'ai vu que le terme apparaissait dans votre document. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Il s'agit d'une autre méthode de transformation de fabrication additive.
Quand là, je vous parlais avec la stéréolithographie d'une résine photosensible durcissante, on va parler avec le frittage de poudre vraiment d'une poudre polyamide, donc de flocons polyamides de 50 microns qui vont être fusionnés eux, thermiquement. C'est un laser de chaleur qui va venir vraiment faire fusionner la matière, pareil sur 0,1 mm, et avec une précision quasi égale à la stéréolithographie, mais cette technologie a d'autres inconvénients. Après, s'il s'agit de reproduire une partie d'une pièce, c'est ça du coup? Non, c'est juste pour la conservation, parce qu'on a 2 pièces et on ne comprend pas ce que c'est. D'accord, ouais. Donc à conserver, ouais. À conserver, c'est assez complexe parce qu'on a une matière qui est poreuse, hein, vraiment un aspect de surface. Et ça a sûrement déjà jauni, ou en tout cas pris la poussière. Oui, ça, oui. Ça malheureusement. Si je dois faire une présentation simple de l'impression 3D, le frittage de poudre, il est plus à des fins mécaniques. Vraiment, ce genre de matériau, c'est posé sur des voitures, sur des avions aujourd'hui. Ça a une liberté quand même, c'est que c'est fabriqué, c'est automatenu pendant sa fabrication. C'est-à-dire que pour réaliser même une pièce comme celle que vous voyez juste ici, avec un lattice assez, enfin, quelque chose d'assez aérien, d'assez lâché, ça va être autoporté dans la poudre pendant sa transformation. Avec les autres technologies d'impression 3D, je vais avoir une notion de support qui va se créer pendant l'impression. Et donc, apporter moins de liberté à l'artiste quand il dessine son œuvre, quoi. Mais alors, ouais, à faire vieillir ou à conserver, malheureusement, ça va jaunir. Ça fait partie. Chers collègues du FMAC, ici le CNAP, comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est aussi un sujet auquel on s'est intéressé parce que les fiches techniques fournies par évidemment galeristes, artistes, voire éditeurs dans le cas d'objets de design sont des plus laconiques et assez opaques à des béotiens comme moi par exemple. D'où l'idée d'essayer déjà de comprendre ensemble effectivement ce qui est rentré dans les collections. Je pense que pour la technologie du frittage se pose la question du retirage en fait et de ce que signifie l'acquisition d'une pièce comme celle-là. Est-ce qu'elle signifie aussi l'acquisition des fichiers qui vont permettre de retirer la pièce? Mais évidemment, ça pose aussi une autre question artistique et ontologique, c'est quelle sera la technologie, enfin, quelles seront les technologies encore accessibles, les matériaux encore accessibles, quel transfert on peut opérer éventuellement. Enfin, ce qui pose un océan de questions. Oui. Autrement, une mise en peinture, hein, une mise en peinture blanche peut permettre de mieux faire vieillir la matière, mais ça va aussi la faire un peu gonfler, très légèrement en surface, et peut-être plus avoir cet aspect mat que l'artiste pouvait chercher à la base. Bonjour. Ça m'amène à une autre question, vraiment à l'industriel, parce qu'en fait, on souffre un peu, notamment Breguet, mais pas que. En fait, en impression 3D, on voit un peu toujours les mêmes techniques, on voit toujours le PLA, le PA, beaucoup, hein, ils ont quand même un marché très développé. Moi, j'ai eu de très bons retours sur des pièces anciennes en polyuréthane, et j'aimerais bien savoir si vous avez un retour un peu de classement en tant qu'industriel. On est bien d'accord, on n'est pas en logique de patrimoine. Votre retour en termes de qualité de matière dans le vieillissement entre polyuréthane, PA, PLA? Alors vraiment, chez nous, c'est venu, l'utilisation du polyuréthane est venue en complément de ce que l'on sait déjà faire en impression 3D et ce qu'on sait historiquement faire en injection plastique. Donc du point de vue industriel, ça nous permet soit d'anticiper un moulage en injection qui a vraiment des coûts largement supérieurs, ce qui m'emmène à vous dire qu'on est vraiment sur des matériaux qui vont beaucoup mieux vieillir que tout ce que je vais pouvoir faire en impression 3D. Quand on va sur le polyuréthane, quand on va sur le moulage silicone, c'est qu'on cherche à aller un cran au-dessus l'impression 3D, esthétiquement ou mécaniquement, mais à des coûts certes un peu supérieurs, mais il faut se dire qu'ils restent largement inférieurs à ceux du tout autre type de moulage, quoi. J'ai répondu à votre question? Ouais. Ça vieillit bien, mais ça vieillit mieux, mais je ne peux pas vous donner de date de péremption. C'est ça, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport au PLA ou par rapport à du polyamide. Ça n'a que 15 ans, quoi. Hein, faut... Bien sûr, bien sûr.
Moi j'ai une question justement sur les matériaux. En fait, nous, quand on étudie une œuvre ou autre, on a parfois des informations techniques. Je pense par exemple à des sigles ou à des normes ou à des choses comme ça. Est-ce que vous avez connaissance de, par exemple, des normes sur lesquelles on pourrait peut-être s'interroger en présence d'un matériau pour avoir un peu une idée de est-ce qu'il va vieillir ou pas? Est-ce que c'est des choses qui sont quantifiées ou pas du tout? Non, malheureusement, ça là-dessus, à part se référer à ce que nous donnent nos fournisseurs, on n'a rien. Il faudrait qu'on fasse nous-mêmes nos tests où on attend le retour de nos clients. Et là, c'est vraiment au compte-goutte, en fonction de la connaissance que je vais avoir de ce que vous allez faire derrière. Je vais pouvoir vous dire les échos que j'ai eus d'autres, soit de mes collègues, soit de mes propres clients. Malheureusement, ouais, on n'a que ça. J'aurais voulu savoir, en termes de développement à court et moyen terme, vers quoi on tend et sur quoi vous travaillez, parce que j'imagine que c'est en constante évolution, ce domaine. Hein. C'est en constante évolution, ça c'est sûr. Ce sur quoi on peut chercher à s'améliorer, c'est aller chercher une épaisseur encore plus fine que ce qu'on a pu faire précédemment, ou travailler des pièces encore plus grosses. Malheureusement, sur la technicité de la matière et son utilisation dans le temps, on ne fait que évoluer en fonction de, des retours que l'on peut avoir. Donc, là, par exemple, le frittage, vous dire rajouter une couche de peinture dessus ou sur des matériaux que l'on sait photosensibles, rajouter une surépaisseur par un vernis ou par une peinture, voilà, c'est les seules choses que l'on va pouvoir vous donner. Ou alors, justement, vous dire que ce que vous comptez faire derrière n'est pas réalisable dans nos technologies. Et à ce moment-là, pouvoir rapidement vous dire de chercher peut-être une autre solution. Ma question était vraiment en termes de technique. À quoi correspondent les prochaines années en termes d'impression 3D? Ouais, d'accord. Non, c'est toujours chercher encore plus de précision et des matériaux qui vont avoir de meilleurs comportements. Ça reste nos contraintes principales, comme toute méthode de transformation a eu ses contraintes à son lancement. Là, c'est la répétabilité, chercher de la répétabilité et malheureusement chercher de l'automatisation, ce qui ne va pas beaucoup vous intéresser ici. Nous, ce que l'on travaille, en tout cas chez nous, 3D Prod, indépendamment des matériaux et des technologies, c'est vraiment les finitions, optimiser nos finitions et toutes les finitions qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Et ça comme tous nos concurrents, malheureusement. On est très tributaire de ce que ce que nous aussi on va appeler les industriels, donc les personnes qui fabriquent les machines d'impression ou les matériaux vont pouvoir nous fournir dans quelques temps. Moi j'aimerais savoir quel est justement le périmètre de votre clientèle. Est-ce que vous avez beaucoup d'artistes ou de créateurs qui s'adressent à vous? Oui, alors on a beaucoup de demandes, en tout cas d'interrogations, de personnes curieuses qui viennent nous solliciter. Et malheureusement, une fois qu'on demande ce fichier 3D, là, on est tout de suite bloqué. C'est un gros point, c'est vraiment quelque chose dont on manque. Clairement, des personnes qui pourraient, pour les artistes, refaire ce travail de 3D. Pas seulement le 2D. Il nous faut du volume pour pouvoir interroger nos machines. Et en plus, pas n'importe quel format 3D, c'est ça qui est en plus précisant, c'est qu'en plus, on va vous demander des formats spécifiques. Il n'y a pas d'autres questions? Alors moi, j'ai juste une petite question pour faire le lien avec la présentation précédente. Est-ce que vous savez si c'est du polyuréthane éther ou ester? Purée, je m'y attendais en plus. Aucune idée. Aucune idée. J'aurais pu tricher à la pause, purée. Non, je ne sais pas. Okay. Après, s'il faut fournir, justement, quand je suis arrivé et que j'ai vu toute cette vision chimique, on a des fiches techniques à disposition. Je suis pas pour le coup, je ne suis pas chimiste, mais je pourrais vous fournir les fiches techniques des matériaux. Non, mais ce qui serait intéressant, effectivement, c'est de voir ces fiches techniques et de pouvoir peut-être corréler aussi avec des analyses, parce que les fiches techniques ne sont pas forcément très descriptives. Non, c'est clair. Polyuréthane, et voilà. C'est ça. Donc c'est vrai qu'après, il y a peut-être un travail aussi de notre côté, en cas de commande, de peut-être vous demander en amont des matières premières pour pouvoir... Et vraiment, juste dans l'échange, en échangeant avec nous, on saura vous dire si on a eu des retours de personnes qui ont pu utiliser ces matériaux dans ces environnements-là. Je vous remercie en tout cas. Merci à vous de m'avoir invité.